Ça ne va pas être facile. On va parler dans quelques instants, avec mes invités, de cinéma, d'entertainment et de tous les métiers de l'image qui, eux aussi, sont en pleine ébullition. Nouvelles attentes, nouvelles technologies, nouveaux comportements. La Covid a un petit peu changé la donne. On en parle donc avec mes propres invités. Alors, quand je dis mes propres invités, je triche un peu parce que ce sont nos partenaires et amis des studios et des collectifs Côte d'Azur Monaco, de Marseille et de Nantes, plus quelques autres amis qui ont réalisé le casting. Alors, je vais passer la parole 20 secondes à Julien, à Vincent et à Nadia, si elle est là. Tout va bien. Alors, où êtes-vous? Je ne suis pas sûr de voir tout le monde. Alors, je m'y colle. Vincent à Marseille, est-ce que tu es là? Bon, s'il est là, en tout cas, je le salue, comme on a peu de temps. Est-ce que donc Cook Ewo est là, de Motion Plus? Bonjour Cook, est-ce que… Oui, je suis là aussi. Voilà, bonjour et bienvenue dans ce panel. On va commencer tout de suite les présentations en 40 secondes un petit peu. Présentation, enjeu et on va ensuite rentrer dans le débat. Cook, c'est parti. Pardon, je crois que vous alliez d'abord. Oui, on est un peu pris par le temps. Je crois que c'était Mathieu qui devait commencer. Écoutez, moi, donc, je m'appelle Cook Ewo. Je suis au départ quelqu'un qui fait des génériques pour les films, qui est bossé sur plus d'une quarantaine de films, principalement américains, mais aussi un peu français, pour des séries, etc. Et puis, il y a 5 ans, j'ai créé un festival qui s'appelle Motion Plus Design, qui a très bien marché puisque maintenant on est dans plus de 13 pays. On a 3 éditions qui sont régulières à Paris, Tokyo et Los Angeles, et on a aussi d'autres éditions dans des plus petites villes, enfin pas plus petites, mais dans de plus petites éditions dans d'autres villes. Voilà. Voilà. Et donc Mathieu, je vais le laisser se présenter. Merci en tout cas et merci pour cette observation mondiale. On est gâtés côté expertise. Allez, continuons les présentations. Je ne sais pas qui disait merci Marc-Lionel, mais je lui passe tout de suite la parole. Mathieu, bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Mathieu Colombel, donc 38 ans, marié, 4 enfants. Et effectivement, je fais du motion design. Je suis le dirigeant d'un studio qui s'appelle Black Mill, donc qui est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Et le motion design, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait passer des idées, des messages avec des représentations visuelles qui bougent. Et c'est un métier que je veux faire depuis que je suis tout petit, puisque mes parents étaient fans des films de James Bond. Et effectivement, moi, quand je descendais le soir pour voir les films, j'avais le droit de regarder que le générique du film. Et c'est une manière de raconter l'histoire, une narration en fait qui m'a passionné et j'ai voulu en faire mon métier. Alors c'est un métier évidemment qui a évolué avec le temps, puisque comme je vous disais, c'est un métier qui est né dans le cinéma, mais ça s'est transformé au fur et à mesure des années. Et dans les années 2005, quand moi je suis sorti d'études, la digitalisation des agences de com était passée par là et on avait besoin de ces petits bidouilleurs, des personnes qui étaient en capacité de produire des contenus comme ça animés. Et j'ai commencé à travailler donc du coup par TBW à Paris, qui est une grosse agence de communication, jusqu'à effectivement créer mon propre studio qui, voilà, comme je vous dis aujourd'hui, est présent dans 3 villes. Bravo, merci d'être avec nous pour cet échange. Suite des présentations et de nos experts. Marianne Carpentier, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je vous vois sur mon moniteur. Bienvenue. Présentation. Merci. Bonjour, alors moi je m'appelle donc Marianne Carpentier, je suis directrice de l'innovation du groupe Newen qui fait partie du groupe TF1 qui est un des plus gros producteurs audiovisuels français et qui produit des séries, du contenu pour la télé, des reportages, des dessins animés et aussi des films via sa filiale TF1 Studio que nous distribuons. Donc je m'occupe principalement de gros chantiers de gestion de médias, asset management, mais aussi d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning, plein de choses rigolotes, de l'écriture de ce qu'on fabrique jusqu'à leur livraison vers toutes les plateformes et chaînes du monde entier. Merci d'être avec nous dans Retour d'expérience, analyse de toutes ces grandes disruptions, comme disent les experts, dans quelques secondes. Allez, toujours autour du plateau multiville, nos amis, ils sont spécialisés streaming de la VR et donc effectivement vont nous parler de ces messieurs de Netflix qui changent le monde. Patrick Le Chalet, est-ce que je me perds? Non, Patrick Le Chalet est-il avec nous? Patrick Le Chalet est perdu dans les… Ok, il va sûrement nous rejoindre. Ok, allez, ensuite, on va donc… Je suis là. Ah.
Donc, Patrick Lecalais, toujours professeur à l'université de Nantes, ouais. Et chercheur au LS2N. Ouais. Et l'animateur qui, au bout du rouleau, qui se gourde dans ses notes, mille Mais excuses. c'est pas grave, c'est pas grave. Nantes, il y a des jours comme ça où c'est pas toujours évident depuis ce matin. C'est un gros niveau de jonglage. Donc, oui, toujours chercheur au LS2N, professeur à l'université de Nantes. Je ne vous entends pas. Donc... Ah ben moi, je vous entends. Non, pardon, je me suis trompé. On va continuer le tour de table. Je me tourne vers Jean-Édouard André. Donc, bonjour Jean-Édouard. Jean-Édouard, donc le boss. Alors, ce matin, il a orchestré un tour du monde et de la francophonie absolument époustouflant. Là, il remet ses habits d'organisateur de festival et va nous parler de Plug. Alors, je vais aller plus doucement parce que je suis un peu naze quand même. Hein. Voilà. Mais en fait, je dirais, Plug à Nice est un festival qui booste les écritures numériques sur le cinéma. Beaucoup de films sur smartphone, avec une plateforme en fait qui aujourd'hui propose des call to action qui permettent de générer donc pas mal d'intelligence collective ou même de collaboration. C'est peut-être la boîte de prod du futur. En tout cas, on y travaille. Donc, Plug à la fois une écriture festivalière originale pour générer pas mal de commitments, faire en sorte qu'effectivement les créatifs de toute zone et de la francophonie particulièrement nous rejoignent. Et puis ensuite, effectivement, une plateforme qui cherche à faire un matchmaking qualifié. C'est comme le gaming en fait. Hein. Plus le matchmaking fonctionne, plus les réals rencontrent les bons prods ou plus les bons prods rencontrent les bons comédiens et plus les projets avancent. Et bien sûr, là-dessus, tout ça, c'est dumpé à l'intelligence artificielle. On va en reparler. Ce n'est pas la première fois qu'on prononce ce gros mot. Est-ce que ça va changer le monde et que ça va effectivement donner un nouveau visage à nos industries? On le saura dans quelques instants. Bonjour Anna. Anna Ben Salah. Donc, si je ne me trompe pas, parce que ça va faire beaucoup sinon, alors vous êtes donc la responsable de la Marseille Web Fest, du festival Web Série. Est-ce que je me suis trompé? Rassurez-moi. Je ne suis pas la responsable, mais je représente le Marseille Web Fest en l'absence de Jean-Michel Albert, qui en est le fondateur. Voilà, donc je suis là pour représenter le Marseille Web Fest. Donc Marseille Web Fest, qui a été créé il y a plus de 10 ans, festival entièrement dédié à la série courte, donc au format court sériel. Donc c'est l'un des tout premiers festivals spécialisés vraiment dans ce genre. Voilà, donc c'est un festival qui reçoit, qui fait la promotion donc de séries courtes du monde entier. On a ouvert pour la première fois donc en 2020 une sélection sur le documentaire, donc le webdoc, qui a très très bien fonctionné. Et voilà, donc on est vraiment au cœur de l'innovation puisqu'on s'est positionné sur un créneau qui était, un marché qui était très niche et très expérimental et qui devient aujourd'hui, on en a parlé un peu plus tôt cet après-midi, vraiment sur lequel il y a de vrais enjeux aujourd'hui, la web série, on en parlera un petit peu après, voilà. Donc c'est vraiment le cœur de l'innovation et voilà. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer. Je donne la parole maintenant. Moi, j'ai encore oublié dans mes notes un intervenant, mais j'accueille maintenant Sébastien Aubert qui, pour lancer le débat, va nous présenter sous forme de retour d'expérience un créneau de production, une app, un film interactif, toute une démarche originale. Certains disent qu'il a été un petit peu visionnaire. Alors, Sébastien Aubert d'Adastra Film, racontez-nous un petit peu votre parcours. Il arrive. Voilà, il arrive, me dit-on. C'est encore les contraintes du direct avec des moyens qui ne sont pas ceux d'une chaîne de télé. Le temps que Sébastien nous rejoigne, j'ai donc posé ma première question. Répond qui veut ce forme de tour de table. Aujourd'hui, la Covid, tout le monde dit qu'elle a changé, elle a accéléré. Bonjour, vous êtes par ici. Voilà, c'est pas vous. On va attaquer le débat. Ah, je face là. D'accord. La caméra est ici. Donc je parle là. Ouais. Bonjour, voilà, c'est en direct. Voilà, si on peut couper le son, okay. Si on peut modérer le son, ce serait juste parfait. Voilà, je vais du coup, le temps que Sébastien, vous êtes installé, c'est bon ou pas? C'est ça, donc je suis comme ça, debout. Vous m'entendez? Ah ben ouais, on vous a vu arriver, c'est pour ça, on ne savait pas trop. On vous entend. Alors là, comme le temps s'est un peu compacté, Sébastien, on sait que vous avez été précurseur, on sait que votre aventure est a servi un peu d'exemple. Est-ce que vous pouvez en 2-3 minutes nous expliquer un petit peu avec Adastra Film ce que vous avez mis en œuvre? Alors, moi, je suis producteur de cinéma à la base. C'est-à-dire que j'ai produit 16 courts-métrages, 4 longs-métrages. J'avais d'ailleurs un film qui était à South by Southwest il y a maintenant quelques années. Et en gros, moi, je fais des films comme on en fait déjà depuis 100 ans. C'est-à-dire que mon métier, c'est accompagner des scénarios, trouver des scénaristes,
monter des équipes de 50, 100 personnes en fonction des projets, c'est faire le casting, c'est trouver les financements, qui est une grande part de mon métier. Et notre métier n'a pas fondamentalement changé depuis 100 ans. Sauf en 2010, on a eu l'apparition du numérique qui a fait complètement changer, qui a changé notre façon de faire des films. Mais c'était une innovation technique. Et l'apparition de Netflix plus récemment, qui a changé notre métier de producteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un producteur qui cherche des financements et qui supervise vraiment le projet, là, on est vraiment dans l'exécutif à proprement parler. Donc, voilà, c'est comme ça que mon métier a changé. Après, en 2010, moi, j'ai vu un film qui s'appelait Social Network sur le début de Facebook avec Mark Zuckerberg. Et je me suis dit, ça m'a donné envie d'avoir moi aussi mon expérience un peu Silicon Valley. Et du coup, en 2013-14, avec Patrick Zucchetin, qui va intervenir à côté de moi, on a décidé de monter un projet qui était une première mondiale à l'époque, qui était de faire un film interactif en salle de cinéma. Alors, le concept, c'est quoi? En gros, les spectateurs arrivaient devant la salle de cinéma, ils devaient avoir téléchargé une application qui s'appelait Pilule Alpha. On leur donnait des pilules, une pilule violette pour certains, une pilule orange pour d'autres, et on leur faisait croire, donc il y avait tout un storytelling derrière, on leur faisait croire qu'avec la pilule qu'ils avaient injectée, ils pourraient avoir un pouvoir ou un autre d'interaction sur le film qui était projeté sur grand écran. Donc en gros, par exemple, certains, avec leur téléphone, en réalité augmentée, pouvaient voir ce qui se passait derrière le mur que les héros du film, devant lesquels les héros du film se tenaient. Ils pouvaient à un moment mettre le téléphone à l'oreille pour entendre ce qui se passait dans la pièce d'à côté dans le film. Et surtout, ils pouvaient voter pour la suite du film. C'est-à-dire qu'à un moment, ils avaient 30 secondes, ils pouvaient décider à la majorité des votes des personnes présentes dans la salle s'ils voulaient que le héros devienne amoureux ou en colère ou triste. Et dans un claquement de doigts, la piste narrative allait dans une direction ou dans une autre. Voilà. Ça, c'est une expérience qu'on a menée. Alors, c'est vrai qu'en 2015, les gens n'étaient pas tous assez équipés en smartphone de haut niveau et malheureusement, on avait quelques déconnexions dans la salle vraiment liées au fait que les gens n'avaient pas forcément les smartphones qui étaient concernés. Et le dispositif général était assez lourd. Il fallait qu'on soit au moins 2-3 personnes déjà pour aider les gens, pour installer Internet. Donc, c'est un dispositif assez lourd qui fait que le film n'a malheureusement pas eu la carrière que j'attendais parce que très peu de festivals pouvaient accueillir ce type de projet. Donc, heureusement, on a eu la première mondiale au Festival de Cannes, dans la section Next, qui était dédiée au contenu un petit peu innovant. Il a été dans un événement à Paris, à Narbonne, mais ça a été tout. C'est-à-dire que pour 4 ans d'engagement, d'énergie, de budget dépensé, c'était quasiment 200 000 € qui ont été dépensés pour ce projet. Pour au final le projeter devant 200 personnes, on a été pionniers, mais quelque part, voilà, on était peut-être un peu trop en avance. Voilà. Et le deuxième projet où je me suis dit je vais avoir aussi mon expérience Silicon Valley, c'était avec la VR. En 2015, je suis allé à la Silicon Valley et j'ai eu un coup de foudre pour ce nouveau médium. Et on a décidé de faire une application en réalité virtuelle où en gros tous les contenus étaient des vidéos 360 degrés. Et on a fait ça pour la ville de Cannes, une application qui s'appelait Cannes 360, qui a eu un succès B2B, puisque ça a permis aux commerciaux du Palais des Festivals de promouvoir le palais, la ville de Cannes, à leur contact à l'étranger. Par contre, il n'y a jamais eu, et c'était ça notre grande attente, c'était notre pari, il n'y a jamais eu l'adoption mass market de la VR comme on s'y attendait. Et même moi, qui avais 4 casques à la maison, le soir, quand je rentrais chez moi, je n'avais pas envie de me mettre le casque sur la tête pour découvrir des applications. Donc, voilà. Donc, mes 2 expériences, elles m'ont appris beaucoup, mais surtout, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon métier. C'est-à-dire que le temps que j'ai passé à regarder les apps, faire du débugage, suivre un projet, du coup, j'étais de fait chef de projet d'application, ce qui n'était pas du tout mon corps de métier. Voilà, ça m'a un petit peu… disons que ce n'est pas demain que j'ai envie de m'y replonger tout de suite. Avec le recul, je me dis, voilà, on était peut-être un peu trop en avance sur notre temps, mais bon, l'expérience était rigolote. Et pour conclure, je dirais que là, j'ai parlé un peu des innovations disruptives, mais ce qui va nous arriver dessus avec l'intelligence artificielle dans mon métier, je pense c'est très clairement sous-estimé. C'est-à-dire que j'ai assisté à des conférences où un gars montait sur scène, il nous faisait écouter une musique originale qui avait été composée par une IA, et pendant sa conférence, il essayait de nous faire deviner qu'est-ce qui avait été composé par l'IA, qu'est-ce qui avait été composé par Hans Zimmer et par un autre gros compositeur, et personne n'était capable de dire qui avait composé le morceau. Pareil avec tout ce qui est deepfake. Je pense que dans une dizaine d'années, on sera capable de prendre les acteurs qu'on veut et de leur faire dire ce qu'on veut, sans avoir à dépenser 10 millions de dollars pour avoir Brad Pitt. Tout ce qui se passe aussi d'un point de vue numérique, l'écriture de scénarios, je pense qu'il y a plein de choses qui vont être faites par les IA, en perdant bien sûr ce qui fait aussi
le côté intrinsèque du développement de l'art. Donc voilà, je pense que nos métiers vont complètement changer. Merci pour ce focus. Alors justement, ouvrons le débat maintenant dans les 12-13 minutes qui nous restent. Évidemment, ce débat, c'est un débat introductif. On espère vous proposer tout au long de l'année des journées thématiques. On voulait vraiment ouvrir avec vous ces conversations. Alors, on a parlé d'IA. Première question, répond qui veut. Eh bien, je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ont des retours d'expérience. Est-ce qu'elle est en train de changer la profession ? Comment elle la change? Et pour les acteurs, l'industrie culturelle et créative, au travers de votre retour d'expérience, sur quoi ils doivent pointer du doigt? Il y a ceux qui sont déjà dedans et il y a ceux qui se posent encore des questions. Marianne, c'est à vous. Ah, génial. Je levais la main, mais c'est pas ça marche pas comme ça. Si vous grattez la tête, je vous passe aussi la parole. C'est comme ça que ça marche. Allez. Alors, moi, je vais juste faire un petit focus sur l'utilisation de la science des données, l'intelligence artificielle, peut-être pas encore, mais au moins la data science en tant que producteur et pas en tant que artiste, concepteur. Dans la manière dont on utilise les données aujourd'hui en production, parce que en fait, nous, c'est ce qu'on est en train de faire. On avait enclenché ça il y a 2 ans déjà, donc avant que le Covid n'arrive. Et le Covid a fait tout accélérer. Et en fait, du coup, on est vraiment en train de disrupter la manière dont on produit aujourd'hui parce qu'on utilise toutes les données de production, de l'écriture jusqu'à la livraison de ce qu'on fabrique aux chaînes. On garde tout aujourd'hui dans une plateforme qu'on a développée, une plateforme SaaS qu'on a développée nous-mêmes et dans laquelle on a intégré petit à petit du machine learning et du deep learning pour la planification de nos journées de tournage. Il faut savoir que dans le groupe Newen, on produit trois grosses productions qui sont des productions industrielles, entre guillemets, puisqu'on fabrique 3 quotidiennes, c'est-à-dire qu'on fabrique 260 x 3 épisodes tous les ans de 3 séries différentes. Donc, vraiment, c'est du volume industriel. Donc, nous, dès qu'on peut optimiser ça sans détruire la qualité de ce qu'on fabrique et même, si possible, en l'améliorant, on intègre des technologies innovantes. Ce sont vraiment nos labos de recherche aujourd'hui, ces trois séries. Et en fait, alors, on l'a fait, c'est quelque chose qui fonctionne. On l'a mis en place il y a 2 ans, donc on l'a testé, on le fait évoluer tous les jours. Et c'est vraiment en train de changer la manière dont on produit, puisque aujourd'hui, on est presque prêt à faire écrire directement les auteurs dans cette plateforme, à analyser les données qui en ressortent, à planifier les séquences de tournage de manière la plus optimale possible. Donc, je mets le moins d'acteurs possible. En tout cas, je fais tourner mes acteurs le plus possible de séquences par jour, dans la limite du concevable, hein, bien sûr, sur un même décor. J'optimise le nombre de décors que j'ai et que j'ai en studio ou que j'ai en extérieur. J'optimise les déplacements, donc les bilans carbone de mes équipes. Bien sûr, j'ai plus du tout de papier, donc j'ai viré toutes les impressions. Mes acteurs, qui sont d'habitude des gens un petit peu, on va dire, des grands adolescents, donc il faut les sortir du lit, il faut les amener à l'école, il faut les faire répéter. En fait, là, on leur donne des outils, ils ont maintenant accès, et je parle même des acteurs un peu vieux, entre guillemets, hein, c'est-à-dire à partir de mon âge, quoi, les 45 et plus. Ils ont accès à des interfaces sur leur téléphone portable, ils ont leur texte dessus, ils ont leur séquence planifiée du jour dessus, ils savent exactement avec qui ils tournent, qu'est-ce qui tourne, quel est le texte du jour, même du lendemain, chose qu'ils n'avaient pas avant. Alors c'est assez, ça paraît pas tant que ça innovant, parce que dans les chaînes industrielles de fabrication des voitures, par exemple, c'est déjà le cas depuis longtemps, et dans le cinéma, autant l'image était déjà complètement numérisée depuis le début et les workflows de traitement de l'image sont numériques depuis déjà presque une dizaine d'années, je pense. Autant dans la manière dont on fabrique les séries, on était quand même à l'ère du papier, quoi. Il y a moins d'1 an, mes chefs costumières, elles faisaient un défrichage de script avec un carnet et un papier, et elles faisaient des cases et elles notaient dedans tel acteur sur tel décor va porter tel costume. Et ça leur prenait 8 heures par semaine. Et là, aujourd'hui, ça se fait en appuyant sur un bouton en 30 secondes, même pas. Donc, elles ont gagné une journée entière de travail qu'elles passent
non pas chez elle à rien faire, qu'elles passent à optimiser en fait les costumes qu'elles vont choisir. Donc en fait, on va enlever du temps idiot de traitement de machines, en fait, de vraiment juste de temps de cerveau, de réflexion assez simple, à des gens pour qu'ils puissent mettre ce temps-là sur de l'artistique. Et ça, c'est génial pour nous parce que ça nous permet de remettre de la qualité artistique à l'image. Donc ça, c'est une première chose qu'on utilise qui fonctionne déjà. Hein. Donc, je ne sais pas du tout ce que font les autres pour de vrai. Je n'ai pas regardé. Donc, je n'ai pas benchmarké. Peut-être que ça existe déjà à côté, mais je n'ai pas l'impression du tout. Je pense que c'est assez innovant. Et ensuite, ce qu'on a fait cette année aussi grâce au Covid, c'est qu'on a fait du deepfake pour remplacer une actrice qui avait le Covid et qui avait 2 séquences à tourner pour boucler un lot de 10 épisodes. Ce qui nous embêtait, nous, c'était que soit on arrêtait la prod pendant 10 jours, voire 15 jours, le temps qu'elle puisse revenir, soit on faisait autre chose. Et donc, on a utilisé la technologie du deepfake pour la remplacer. Donc ça a été aussi testé, approuvé sur une série qui était diffusée. Donc, c'était une première mondiale. Et là, on est passé au voice cloning. Donc là, j'ai fait Mumuse avec une solution qui permet de cloner une voix d'un acteur, d'un présentateur télé avec qui on travaille de manière quotidienne. Donc, on a enregistré sa voix, on l'a synthétisée et je l'ai clonée et je l'ai fait fonctionner avec la mienne, ce qui fait que maintenant, je peux lui faire dire n'importe quoi. Ce qui ne me sert pas à lui faire dire n'importe quoi, ce qui est un test pour l'instant, parce que ça soulève des questions éthiques et c'est très compliqué d'utiliser ça, mais on l'a vu avec le Covid, maintenant on est prêt, si jamais il se passe quelque chose. Marianne, est-ce que vous m'entendez? Marianne, oui, pardon. au secours. Oui, pardon, parce que, alors je suis désolé de vous interrompre, mais parce qu'on est très très nombreux sur ce débat. Ah, et donc, très bien, moi j'arrête alors. Pardon, c'est très frustrant pour moi parce que effectivement vous êtes très nombreux. Alors, et je vais demander vraiment je passe la main. Sera courte. Et pardon, on continuera, on vous donnera d'autres opportunités, mais c'est une journée entière sur ce sujet-là qu'il faut qu'on organise. Et aujourd'hui, on voulait juste faire un tour d'horizon. Jean-Édouard, une intervention. On va ensuite du côté de Nantes et je vais vous demander effectivement d'être assez court parce qu'il va falloir par rapport au sujet qu'on le compacte. Je vais être ultra concis. Je pense qu'effectivement, l'IA, il faut pas que ce soit une cause vide et c'est souvent une cause vide. L'IA, effectivement, sur la prod en général, dans un monde IoT, c'est-à-dire une 5G opérationnelle, va diminuer les temps de latence, c'est clair, le temps de post-prod, on le sait, les rendus, mais le cinéma se tire les cheveux avec des temps de rendu parfois de 72 heures pour avoir des rendus, etc. Donc, j'allais dire, tout ce qui est post-prod, etc., montage sont les outils formidables qui vont permettre d'avancer, ça c'est clair. Maintenant, l'IA, si vous voulez, comme seule surface ou comme seul horizon créatif, etc., no way pour ma part. Je pense que les crypto-monnaies sont là. Il y a une plateforme aux États-Unis qui s'appelle Mogul, qui vient d'être lancée, qui travaille sur les crypto-monnaies. Quelle est l'idée? C'est que sur la base effectivement de financement ou de nouveaux business models, des films qui sinon n'existeraient pas vont exister. Donc, au centre du dispositif, pour moi, c'est l'histoire, c'est la création, et les crypto-monnaies sont en train d'inventer de nouveaux business models. Tout le monde est parti focus sur le business de l'IA. OK, fair enough, c'est cool, mais ça n'est pas tout. En tout cas, ça ne construit pas une histoire. Enfin, moi, j'ai programmé des films dans le Festival Plug qui étaient conçus à partir d'une IA. C'est fun, OK, mais bon, on en est là pour le moment. Donc, post-prod, mais les crypto-monnaies. Merci beaucoup. Du côté de Nantes, une intervention. Du côté d'Anna aussi. Et puis, il faudrait un mot sur le motion design aussi. On a explosé le temps. Derrière, il y a 60 personnes qui nous attendent sur les pitchs. Alors, on va donner quelques minutes de plus, mais je vous demande vraiment des réponses très, très courtes. Allons-y. Ouais, ça sera dans la lignée de ce qui vient d'être dit. Ça sera le témoignage de l'universitaire qui travaille sur du cognitive computing, dont de l'IA pour et par l'humain. Et ce qui nous a amené, l'IA aujourd'hui dans la prod, mais aussi dans la diffusion, elle y est. C'est ce qui nous a amené à un Emmy Award ici à Nantes, grâce à Netflix, mais pas que pour Netflix, ça c'est important de le rappeler. Et donc, oui, n'attendez pas de l'IA qu'elle soit créative aujourd'hui. Toutes les technologies d'apprentissage profond. Alors, on a mentionné deepfake, etc. avant. C'est déjà là, c'est pas dans 10 ans ça. Mais c'est pas créatif ces trucs-là. Ça ne sait pas, ça c'est juste généralisé. Ça c'est juste copier et sortir un petit peu au-delà de la copie, mais guère aller au-delà de ça. Donc, l'IA créative demain, on n'y est pas du tout et miser là-dessus, c'est très risqué. Voilà. Et surtout pas avec les technologies d'apprentissage profond qui nous révolutionnent aujourd'hui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Anna, sur ce sujet-là.
Très rapidement. Alors moi, j'aurais plutôt un input, je dirais, sur les innovations contenu en général, puisque nous, on est festival et on observe un peu tout ce qui se passe, les tendances. Donc nous, ce qu'on a pu observer, c'est la tendance à l'hybridation, en fait, la naissance de contenus hybrides qui vont effectivement être à la croisée de plusieurs univers. Donc le jeu vidéo, le documentaire plus traditionnel, l'AR avec le documentaire. Arte en a commandé hein, des projets de ce type. Voilà. Donc ça, d'un point de vue innovation contenu, voilà ce qu'on a pu observer. Et aussi, du fait en fait de l'évolution des usages et une tendance à consommer des contenus qui sont un peu sur des supports variés, donc des formats courts forcément, et ben de là sont nées des nouvelles écritures en fait, des structures narratives innovantes. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu observer et ça a été aussi l'objet de nombreuses masterclass pendant le Marseille Web Fest. Voilà. Je vous entends pas. Merci beaucoup. L'animation de cet atelier est assez insolue parce que j'ai encore deux énormes talents qui sont à Marseille. Olivier Marchetti, bonjour. Je ne vous avais pas présenté lors du premier tour de table parce que sur ma fiche, effectivement, vous arriviez un petit peu plus tard. Vous avez compris qu'on a très, très peu de temps, mais sur votre domaine d'expertise, eh bien, mettez-nous en curiosité, aidez-nous un petit peu à explorer cette piste. Et puis, même principe pour Mathieu Rosière qui est au studio de la Coque. Olivier. Alors, bonjour à tous. Très rapidement, donc, au niveau de Provence Studio, nous, on essaie de faire le studio 3.0. Alors, avec une innovation qui n'en est pas une, puisqu'il y en a quand même quelques-unes dans le monde, mais je pense que la mise en utilisation de ça va être quand même très particulière chez nous. Donc, c'est le Virtual Set. Donc, nous avons bâti un nouveau studio qui s'appelle Next Stage, qui va être un virtual set de 750 mètres carrés avec des écrans LED avec un pitch très faible et surtout derrière toute une chaîne de post-production qui va nous permettre donc pour une série américaine qui est qui est chez nous de refaire des décors on va dire en 1500 et quelques, je ne peux pas trop en dire non plus, mais voilà, on va refaire des décors, ce qui va nous amener donc ce qui va baisser le coût des productions, puisqu'aujourd'hui, on ne va pas être obligé de reconstruire la totalité du décor. Les décors sont très coûteux en masse salariale. Et donc là, en utilisant donc, un moteur de jeu vidéo, on arrive à recréer un décor en 3D et les personnages peuvent rentrer là-dedans, avoir des parallaxes, etc. Et c'est vraiment génial. Bon, je sais que je vais laisser la parole à tout le monde pour que tout le monde puisse parler. Merci. Voilà. On vous réinvitera, évidemment, si vous nous aimez. Sans aucun problème. Désolé pour la couleur bleue. J'ai un bug sur ma caméra. En tout cas, OK. Allez, même principe pour un petit mot de conclusion du côté de la Coque. Ben voilà. Et avec effectivement notre expertise. Alors, c'est parti, c'est à vous. Monsieur Rivière. Allez, Mathieu. Oui, alors je crois que vous êtes… le micro. Mathieu, le micro. Vous m'entendez ? Ouais, là, ça marche beaucoup mieux. On vous entend. C'est parti. Oui, très bien. Alors, pardon, je ne savais pas du tout que je devais passer et que je vais dire quelque chose. Donc, je suis un petit peu pris au dépourvu, mais je peux passer… Oui. 30 secondes, du coup, un focus de 30 secondes, ce qui nous aidera à tenir le timing. On est en train de retarder la session de pitch. Voilà. Pardon, excusez-moi, mais sur quel sujet, le focus de 30 secondes? Je ne sais pas, Vincent, s'il te plaît, tu me dis, fais absolument parler Mathieu Rivière, c'est OK. Écoutez, ce que je vous propose, parce que c'est un atelier assez improbable, on a une quinzaine… Ah, pardon, excusez-moi, je ne savais pas du tout. C'est pas grave. Allez, on vous retrouve une autre fois. Mes amis, c'est l'heure de… D'accord, très bien. Alors, pardon, parce que vraiment, on était trop nombreux sur ce focus. Et puis, pardon également à Marianne, parce que c'était passionnant en plus. Donc, ce que je vous propose en 4 secondes, s'il y a un thème sur lequel, maintenant, un mot qu'on n'a absolument pas pu traiter, s'il y a une tendance sur laquelle vous voulez tous qu'on pointe du regard et qu'on organise évidemment lors d'une opération future, un mot, 4 secondes de conclusion, qui s'y colle. Anna, votre conseil en conclusion, chacun, ou peut-être, allez, votre tendance, est-ce qu'on a tout dit? Il faut faire un focus sur les nouvelles écritures, en fait, c'est très important parce que du coup, tous les codes narratifs ont bougé, il y a ce phénomène de contenu hybride, c'est hyper intéressant parce que du coup, on n'est pas dans la VR à 100%, mais on est dans la VR avec le documentaire, le gaming avec le documentaire. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses très, très intéressantes à exploiter. Voilà.
Merci beaucoup. Du côté de Nantes, 2 intervenants, 2 conclusions en gros 10 secondes chacun. Pardon, c'est très frustrant pour vous. Ça Non, pas de souci. pour moi aussi. Merci pour votre... Je rejoins ce qui vient d'être dit sur justement les nouvelles narrations. C'est vrai qu'on est dans un monde où on n'a jamais eu autant besoin de communiquer. 80% de la communication passe par la vidéo aujourd'hui. On est sur des formats très courts, là où justement les motion designers ont une valeur ajoutée par rapport à ça, puisque c'est des personnes qui communiquent de manière optimale dans ces formats très courts. Donc, du coup, je sais pas si tu as quelque chose Merci. à dire. À vos côtés, un mot de conclusion en 10 secondes également. C'est bon, ça ne marche plus Oui, bah, les narrations, mais surtout, c'est tout le monde aujourd'hui qui peut produire du contenu. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, et les formes narratives explosent parce qu'aussi tout le monde peut créer aujourd'hui. Voilà, grâce à ces outils. Tout le monde peut créer grâce à ces outils. Jean-Édouard, un mot de conclusion. Ouais, bottom-up, ça marche très bien, sauf qu'aujourd'hui, il y a des MCN. Les MCN, c'est assez huge, en fait, et les MCN sont de plus en plus qualifiés, donc ils aident aussi la créativité à se former, à se construire. Sans eux, globalement, le web ne serait pas aussi productif. Donc moi, c'est crypto-monnaie et MCN. Eh ben, merci beaucoup. Et où on l'a perdu? Je pense que de rage, il va m'en vouloir et il aura raison. Donc, je vous chargerai, s'il ne veut plus jamais m'adresser la parole, eh bien, de lui présenter mes plus plates excuses. Olivier, vous avez été extrêmement court. Est-ce que vous voulez rajouter en 20 secondes quelque chose? Marianne, un mot de conclusion en 20 secondes aussi. Alors, et Aurélien, la conclusion des conclusions, si je n'oublie personne sur mon moniteur. Allez, Olivier. Allez, on parle des nouvelles écritures. C'est vrai que c'est très, très important, mais il faut aussi parler de nouvelles techniques de production. Et il faudrait qu'aujourd'hui, les nouvelles écritures s'adaptent aux nouvelles techniques de production. Là, aujourd'hui, on voit que les nouvelles techniques de production sont effrayantes pour beaucoup de scénaristes, de réalisateurs. Et ça, je pense qu'il y a un gros challenge à faire là-dessus. Merci pour cette piste de réflexion. Marianne, alors pardon d'avoir été à la fois un censeur, et vous avez compris qu'on a une demi-heure à autant. Par rapport à tous les outils de digitalisation, est-ce qu'il en manquait d'autres dans la liste qui étaient passionnantes? Et je pense qu'il faudrait faire une journée entière sur le sujet. Non, mais par contre, pour conclure, moi, je vais ouvrir du coup sur l'humain, parce que plus on fait de données et de gestion de données, plus il faut s'accrocher et faire attention aux humains. Et donc, l'accompagnement au changement et comment on incorpore les hommes et les femmes dans ces équipes et dans la gestion des données et dans les nouveaux outils et dans tout ce qui arrive là, tout ce qui est digital. Il faut faire très attention au développement personnel de l'homme. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi travailler là-dessus en même temps. Merci pour cette belle conclusion. Aurélien, du côté de Sophia, en 20 secondes également. Eh ben, je crois qu'on a perdu le... Faut mettre le micro. Voilà. Ah ben voilà. Allez, c'est parti. Avec. Oui, c'était moi ce qui m'intéresse énormément, ça serait tout ce qui est créativité et IA. J'ai l'impression que les autres collègues là sont pas forcément d'accord. Je pense que en effet aujourd'hui l'IA n'est pas créatrice. On en reparle dans 10 ans et je pense que ça va fondamentalement changer les choses. Alors, on ne va pas en reparler dans 10 ans. Si les misères qu'on vous a faites aujourd'hui, on va en tenir, c'est la première fois qu'on se connecte, eh bien, si vous nous aimez encore un peu, c'est au Festival de Cannes qu'on va essayer de connecter nos communautés francophones. Et évidemment, ce sujet, c'est une demi-journée entière avec des gens beaucoup plus calés que moi. Donc, merci de m'avoir confié l'animation, mais là, je crois que c'est des pros. J'ai vu notamment Jean-Édouard ce matin s'y coller et je pense que j'ai donné les clés. En tout cas, merci d'avoir été nombreux. Marie, bravo pour avoir tenu ton temps. Je n'ai pas réussi à tenir le mien. On se retrouve tout de suite. On a le gratin francophone en matière d'innovation en industrie créative et culturelle. On a plus d'une trentaine de membres du jury. Si vous voulez vous aussi rejoindre les membres du jury, c'est encore possible. Ça se passe tout de suite sur le fil du village-francophone.com. À tout de suite. Merci. Il y a des jours comme ça. On se quitte en musique. À tout de suite.